Bonjour à tous. Donc, le docteur Farhat et moi-même allons vous parler de l'implication de la peau dans les hémopathies malignes. Et donc, nous allons faire cela à travers deux cas cliniques que le docteur Farhat a rencontrés durant sa carrière. Donc déjà, l'implication de la peau dans les hémopathies, on peut la retrouver à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est dans les lymphomes primitifs cutanés. On peut le retrouver également lorsque les hémopathies n'ont plus une implication qu'au niveau médulaire, mais qu'elles sortent de la moelle. Également dans les thrombocytopénies et les coagulopathies, notamment sous forme de pétéchie, par exemple, dans les phénomènes physiques, mais également lors de l'utilisation des chimiothérapies ou lors d'infections par diminution de l'immunité. Donc, vous avez plusieurs illustrations, ici dans un lymphome primitif cutané, ici dans une leucémie myéloïde chronique qui est sortie de la moelle, donc en extramédulaire. Vous avez ici un traitement par cytarabine, donc par chimiothérapie, qui a causé ces dommages au niveau cutané, et ici une infection mycologique au niveau cutané. Alors, pour parler des lymphomes primitifs cutanés, donc la Who Classification les a séparés en deux. Donc, on a les lymphomes à composante T et NK, et puis les lymphomes avec une composante B. Au niveau de la fréquence, ils sont quand même très rares. Et au niveau des T et des NK, on retrouve surtout le mycosis phagoïde et tous ses variants sous-types, et le syndrome de Sézary. Nous, lorsqu'ils sont leucémisés, on va les retrouver dans le sang et ils auront cet aspect un peu cérébriforme au niveau du noyau. Cliniquement, les patients vont avoir une atteinte cutanée, une kératose et on verra aussi une transformation au niveau des ongles. Et au niveau des lymphomes B, lorsqu'il y a une leucémisation, par exemple des lymphomes de la zone marginale, on va retrouver des lymphocytes atypiques avec une allure monocytoïde, alors que dans le lymphome folliculaire, lorsqu'il se leucémise, on aura plutôt des noyaux qui seront comme ça coupés en deux. Alors, on va vous illustrer ça avec un premier cas. Donc, c'est une patiente de 45 ans qui s'est présentée entre 2015 et 2018 avec des nodules sous-cutanés qui avaient une régression spontanée et ils étaient localisés dans des zones peu communes, donc ici au niveau du ventre et sur les jambes. Et donc, un premier diagnostic hypothétique d'eczéma a été posé. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont donc fait une biopsie de la peau. Et donc ici, vous voyez le derme avec le panicule adipeux. Et il y avait une forte vacuolisation, un œdème et de l'inflammation. Donc, ils sont allés un peu plus loin. Et ils ont retrouvé ceci. Donc, c'est une lymphocytose avec des lymphocytes qui se ressemblent, qui étaient autour, ici, vous voyez des vaisseaux. Donc, on avait un angiotropisme et une réaction granulomateuse. Et donc, ils ont voulu rechercher les TCR gamma-delta qui se sont révélés tout à fait positifs. Ils sont allés plus loin, ils ont fait une cytométrie en flux et ils ont retrouvé une population T anormale, donc avec une perte d'expression du CD5 et du CD7, une acquisition du CD3, une expression des TCR gamma-delta, du CD56, mais une absence de l'Hébert, c'est-à-dire de la recherche de l'EBV. Et avec toute la clinique, ils ont conclu que la patiente était atteinte d'un lymphome primitif cutané avec des cellules T gamma-delta. L'histoire ne s'arrête pas là. Donc, la patiente n'a pas voulu être traitée puisque c'était un lymphome qui était en fait indolent. Les lésions cutanées régressaient spontanément. Et donc, voilà, elle a vécu sa vie pendant 2 ans. Et en pleine période Covid, elle est arrivée aux urgences avec de la toux, une dyspnée sévère et de la fièvre. Et donc, on lui a fait forcément un CT scan et on retrouve cette image donc, en vert dépoli et au niveau des 2 lobes. Et donc, la première chose, c'est qu'ils ont fait 3 frottis au niveau nasal et une PCR Covid qui s'est révélée négative. Donc, c'était assez suspect. Et donc, pour vraiment exclure ce diagnostic, ils ont fait un LBA. Mais en parallèle, ils se sont rendus compte que ces lésions au niveau de la peau progressaient et ne disparaissaient plus. La PCR au niveau du LBA, pour le SARS-CoV-2, s'est révélée négative et donc ils ont lancé une cytométrie en flux. Et au niveau de la cytométrie en flux, ils se sont rendus compte qu'il y avait une grande population monoclonale qui était anormale et qui exprimait le CD3 et qui n'exprimait plus le CD5 et le CD7.
Et en fait, cette première population avait le même phénotype que la biopsie au niveau cutané. Au niveau cytologique, ils ont également regardé donc le LBA et ils ont retrouvé une population que l'on voit ici, qui était monoclonale, et des images d'hémophagocytose et donc d'inflammation. Ils ont également recherché le réarrangement des TCR gamma. Et donc ici, vous avez un contrôle négatif, le contrôle positif. Vous avez 2 patients qui sont négatifs. Et ici, vous avez la patiente avec son prélèvement de LBA qui s'est révélé tout à fait positif. Et donc, ils en ont conclu que en fait, cette image au niveau pulmonaire n'était pas due au Covid, mais en fait à son lymphome qui passait de la forme indolente à une forme tout à fait agressive. Et donc, je vais laisser la parole au professeur Farhat pour conclure ce premier cas. Oui, merci Maëlys pour ta présentation. En fait, tu as presque tout dit. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'était la présentation atypique, parce que d'habitude, c'est un lymphome qui est très agressif. Ce genre de lymphome, en général, infiltre le derme et l'hypoderme. Il est caractérisé par un angiotropisme marqué. Les cellules lymphomateuses donc, se disposent autour des vaisseaux, comme Maëlys l'a bien dit. Ces cellules expriment un phénotype particulier. Maëlys est allé tout de suite vers le TCR gamma delta, mais ce n'est pas la première chose à faire. Donc, par un phénotypage simple, on va constater que ces cellules sont des cellules T, donc CD3+, mais qui n'expriment pas ni le 4 ni le 8. Donc, ce sont des cellules T double négatives. Et c'est ça qui nous avait mis la puce à l'oreille. On a cherché, donc, et ils exprimaient en même temps le CD56. Ils infiltraient essentiellement les couches profondes de la peau. Et il y avait aussi une petite infiltration épidermique, mais là, c'était plus difficile à mettre en évidence vu l'importante réaction inflammatoire qui allait avec. Donc, il y avait des lymphocytes normaux qui exprimaient le 4 et le 8. Il fallait bien cibler la région infiltrée, particulièrement autour des vaisseaux. Donc, comme je vous ai dit, c'est un lymphome qui est connu comme étant un lymphome très agressif, mais ici, c'est une présentation rare de ce qu'on appelle un lymphome T gamma delta indolent. Ce genre de lymphomes sont décrits dans la littérature. Ce sont des rares cas qui sont décrits dans la littérature et qui peuvent au départ être étiquetés d'eczéma, mais ils peuvent basculer après un certain délai variable. Le plus long, a duré 10 ans, d'après ce que j'ai vu dans la littérature. Ici, notre cas, il a commencé, donc les symptômes ont commencé en 2015. Et malheureusement, ils ont basculé en une forme agressive qui a envahi les poumons et qui a plus tard envahi le cerveau aussi, le système nerveux central. Et la patiente est malheureusement décédée suite à son lymphome. Merci. Donc voici un tout petit résumé qu'on va revoir brièvement. Donc c'est un lymphome qui est très rare, très agressif chez des patients avec une moyenne d'âge de 60 ans, qui a une présentation tout d'abord cutanée et qui va très peu se présenter au niveau de la moelle de la rate et des ganglions. Et on va le mettre en évidence par microscopie, immunophénotypage et par génétique. Et bien sûr, la médiane de survie est très courte, avec 15 mois. Alors, ce qui nous amène à la deuxième partie de cette présentation, donc l'implication de la peau lorsque les
hémopathies malignes sortent de la moelle. Et donc, ça reste quelque chose de très rare qui montre que en fait, la pathologie est déjà très avancée et ça va surtout se retrouver sous forme de nodules, de papules dans 60% des cas et de plaques. Et vous allez le retrouver que ce soit dans les désordres myéloïdes monocytaires que dans les désordres lymphocytaires, avec en prépondérance la LMC et dans la LLC. Ce qui nous amène à notre deuxième cas. Donc, c'est un patient de 68 ans qui s'est présenté tout d'abord aux urgences avec une pancytopénie. Il n'avait aucun autre symptôme, pas de splénomégalie, pas d'hépatomégalie, pas de gonflement au niveau des ganglions, pas de masse et rien au niveau cutané. Sa biochimie était tout à fait normale et le CT scan également, ce qui a laissé un peu un point d'interrogation sur ce que pénie qui s'est aggravée et l'apparition au niveau de sa peau de lésions, dont 3 qui étaient plutôt marrons et 2 qui étaient très foncés et noirs. Et donc, comme vous voyez ici, et dans les jours qui ont suivi, il y a eu une forte progression de ces lésions en nombre et également en ulcération. Et donc, une biopsie cutanée et une biopsie de moelle ont été réalisées. Et sur les deux, on retrouve une positivité au CD38 et au CD56. Et donc, la possibilité d'un myélome multiple a été évoquée, mais les chaînes gamma-delta étaient négatives. Il n'y avait pas de kappa lambda, pardon. Les marqueurs BT étaient négatifs, le CD30, 117 et 79A également. Et donc, on s'est penché sur la cytologie avec une exploration au niveau périphérique et au niveau de la moelle. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 20% et 4% de ce type de cellules qui étaient en fait des cellules blastiques avec une allure myéloïde. Et la MPO alors était explorée et on voit que ces cellules blastiques n'expriment pas la MPO, contrairement à ces cellules-ci, par exemple, qui étaient des contrôles positifs de MPO. Alors, une cytométrie en flux a été réalisée et donc 3 populations sont apparues. Vous les voyez ici encerclées. Et donc, en rouge, c'est une population lymphocytaire qui était très prépondérante et qui a donc été éliminée des graphiques. Et donc, on se retrouve avec 2 populations maintenant. Donc, ceci, c'est dans la moelle osseuse. Et on voit que ces 2 populations ont des marqueurs et des expressions tout à fait différentes, avec une population qui exprimait le CD13, l'autre était négative. D'un côté, le CD34, 117 positif, de l'autre côté négatif. Le CD4 négatif, le CD57 positif, alors que de l'autre côté, le 56 était positif, et une différence sur le CD2. La population entourée en verte exprimait également le CD123 et le CD304. Ensuite, était analysée par cytométrie en flux la biopsie cutanée, et on se rend compte que c'est la population numéro 2 qui ressort, et on n'a pas cette population numéro 1 que l'on avait vue précédemment dans la moelle. Et donc, vous avez ici une illustration des cellules qui ont été retrouvées d'allure blastique myéloïde avec une MPO tout à fait négative. Et donc, si on résume et que l'on compare la composition au niveau de la moelle et au niveau de la biopsie cutanée, on se rend compte que dans la moelle, on a une population myéloblastique. Et dans la moelle et dans la biopsie, on se retrouve avec une population dendritique plasmacytoïde. Une analyse génétique a été réalisée et ils ont retrouvé une anomalie au niveau du chromosome 10 et du chromosome 8 qui n'est pas spécifique à ce type de néoplasie. Et le diagnostic final posé était une néoplasie à cellules dendritiques plasmacytoïdes blastiques associée à une leucémie aiguë myéloïde. Donc, je laisse la parole au docteur Farhad pour clôturer ce deuxième cas. Oui, merci Maëlys pour cette présentation. C'est comme si tu étais avec nous. Oui. Il faut dire que c'est un cas qui date d'il y a à peu près 15 ans. À l'époque, on n'avait pas, en tout cas, moi, je ne disposais pas d'une cytométrie de flux multiparamétrique. C'est pour ça que j'ai dû faire une stratégie d'analyse tout à fait adaptée à la situation. Et c'est comme ça qu'on a pu prouver la présence de ces 2 populations blastiques au niveau de la moelle, alors qu'il n'y en avait qu'une au niveau de la peau.
Et c'était bien une leucémie myéloïde aiguë associée à une leucémie des cellules plastiques plasmacytoïdes dendritiques. La présentation ici, elle est aussi atypique parce que d'habitude, ce genre de pathologie est annoncé par la lésion cutanée. Ici, la présentation était inversée. C'est un patient qui avait été vu dans un hôpital périphérique, mais à la première présentation, il n'y avait pas de lésion cutanée. Il y avait le problème hématologique qui était au premier plan, mais malheureusement, il n'avait pas été investigué à l'époque. Et un mois plus tard, il a développé une lésion cutanée. Et suite à ça, nous avons fait l'investigation en parallèle de la lésion cutanée et en même temps de la moelle osseuse. Et ceci nous a amené au diagnostic final qu'il y avait deux leucémies associées chez ce patient. Donc, une leucémie myéloïde aiguë et une leucémie à cellules plastiques plasmacytoïdes dendritiques. Cette association, elle est décrite dans la littérature. On la retrouve dans à peu près 10 à 15% des cas des leucémies plasmacytoïdes dendritiques plastiques. Qu'il faut différencier, cette leucémie plastique plasmacytoïde d'une prolifération des cellules dendritiques matures. La nouvelle classification de l'OMS, elle fait une classe à part pour la prolifération des cellules dendritiques matures, qui en général se caractérise morphologiquement par une chromatine beaucoup plus condensée. Ce sont des amas beaucoup plus importants qui accompagnent le plus souvent de leucémie myélomonocytaire chronique. Mais parfois, on peut le retrouver aussi accompagnant des leucémies myéloïdes aiguës également. La différence avec la leucémie plasmacytoïde plastique, c'est le plus souvent, c'est le 56 qui est exprimé dans la forme plastique, mais qui est absent dans la forme dendritique mature. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de ce cas rare, mais bon, je trouvais que c'était quand même intéressant de vous en parler. Et donc, juste pour clôturer avec un petit résumé, donc c'est très rare, c'est une néoplasie qui est agressive, avec une médiane d'âge de 65-67 ans, avec une présentation donc année et un diagnostic microscopique avec un immunophénotypage. Et là, par contre, la génétique ne sert pas vraiment au diagnostic, il n'y a pas de mutation vraiment décrite. Et la médiane de survie est aussi très courte, avec 14 mois. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Et merci au professeur Farhat pour cette présentation et ces beaux cas.